Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Main Opposée, votre podcast 100% gardien. Nous continuons notre plongeon dans l'histoire du football et de ses gardiens à travers une compétition. Aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde qui devait être celle de la revanche pour tous les Brésiliens, la Coupe du Monde 2014. Et pour que ce soit rigolo, nous en faisons un quiz que nous entrecouperons d'anecdotes. Pour m'accompagner, tout d'abord, mon animateur qui écoute en boucle le premier album d'Avicii, Maël Russo. Salut à tous, salut Nico. Ensuite, notre premier challenger, il a tanné sa copine pour prendre son abonnement BeIN pour suivre la Coupe du Monde en intégralité avec l'espresso du matin. C'est Antoine Garcia. Salut à tous. Enfin, notre champion en titre qui ne manque pas un seul épisode de Bref, c'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Eh ouais, on est en 2014. La compo d'équipe est posée, on peut donc lancer la première mi-temps du jeu. Premier dribble réussi par Lionel Messi, la frappe de Di Maria 1-0 pour l'Argentine. Vamos Humera! Parce qu'il y a encore le sol, le petit. On dirait, on le critique, qu'il participe au moment que ça lui convient. C'est lui qui choisit le moment où il faut plier les bagages et s'en aller. En préambule de ce choc, on rappelle que c'est une Coupe du Monde jouée au Brésil, gagnée par l'Allemagne aux dépens de l'Argentine en finale et que nos Bleus s'étaient arrêtés en quart de finale. Commençons, Antoine et Thomas, cette première mi-temps en douceur par des questions chacun à votre tour avec 4 propositions. D'accord. Antoine, c'est toi qui commences. Je t'écoute. Une question assez simple. Qui a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 2014 ? Manuel Neuer, Keylor Navas, Vincent Enyama, Julio César. Lol. C'est pas Julio César. C'est pas Enyama non plus. Je vais dire Neuer, mais je t'avoue que j'ai eu un doute avec Navas. Mais Neuer, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et oui, Manuel Neuer, tout à fait, Antoine, qui a été élu meilleur gardien de la compétition. Mais il faut dire qu'il y avait eu quand même de la concurrence de la part de ses collègues. Oui, c'est évident. Ça avait été une très belle Coupe du Monde de gardiens avec des joueurs qui se sont révélés ou d'autres qui ont confirmé au crépuscule de leur carrière. Je pensais à Timo Ward, il y a Ochoa qui avait été assez sensationnel aussi. Voilà, tout simplement une très belle Coupe du Monde de gardiens de but en 2014, en effet. À ton tour, Thomas. Dans quel club joue Sergio Romero la saison qui précède la Coupe du Monde 2014 ? La Sampdoria de Gênes, l'AS Monaco, Manchester United ou Vérone, comme dans Romero et Julietas ? Pas mal. Alors, j'ai dit entre la Samp et Monaco. Alors Monaco, est-ce que c'est après la Coupe du Monde ? Même Manchester aussi, je sais pas. Heureusement que c'est des questions faciles au début. Hein. Ouais. C'est le champion. Je dirais la Sampdoria. Je dirais la Sampdoria. Et c'est perdu. Ah, c'est Monaco. Yes. J'ai dit. Allez, tomber. Il est prêté par la Sampdoria. Ah ouais, mais il jouait à Monaco cette année-là. Il est deuxième gardien, c'est ça ? Ouais, derrière Souba. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai un an de décalage. Alors, c'est ce que j'avais noté, moi, en préparant cette Coupe du Monde. C'est quand même assez singulier qu'un deuxième gardien arrive aussi loin dans la compétition avec l'Argentine. Romero est deuxième gardien, il a joué 9 matchs avec Monaco dans la saison et il se retrouve en finale de Coupe du Monde. Et il n'y a pas une grosse concurrence à son poste en Argentine. Il y a l'inusable deuxième gardien de Chelsea. Caballero, ouais. Et Caballero, et puis c'est vrai que Romero a quand même fait, en l'occurrence, une belle Coupe du Monde. Moi, je me souviens notamment des 2 séances, de la séance de tir au but contre les Pays-Bas. Ouais. Où il sort. C'est pas un gardien, mais il est pas mauvais, il est bon, et puis il y avait une bonne ossature dans toute l'équipe d'Argentine. Et ouais, il a fait une bonne Coupe du Monde, et ouais, contre les Pays-Bas en demi-finale, c'est clair que ça les aide bien pour aller en finale. Ouais, il y a notamment le dernier tir au but. C'est le dernier tir au but qui va sortir tout à droite de son poteau, qui est assez exceptionnel. Même si elle est à mi-hauteur,
On sait que c'est peut-être là où on peut plus sortir les ballons sur tir au but. Mais c'est vrai que il a fait une belle Coupe du Monde, Sergio Romero, qui partira ensuite à Manchester United pour aussi faire deuxième gardien derrière De Gea. D'abord, il retourne à la Sampdoria sur l'année suivante, 2014-2015, et après, il part à Manchester en 2015. En fait, il était prêté par la Sampdoria à Monaco, c'était juste un prêt. Je pense peut-être pour lui donner un peu de temps de jeu, parce que ils ont peut-être sous-estimé Subasic ou surestimé Romero. Mais en tout cas, ouais, il appartenait à la Sampdoria entre 2011 et 2015, et ils l'ont prêté une année à Monaco, donc juste avant la Coupe du Monde. Juste ce qui est assez rigolo, c'est que Monaco a compté aussi comme deuxième gardien, je pense que c'était légèrement avant Romero du coup, Martin Stekelenburg, qui avait aussi été finaliste de la Coupe du Monde 2010, donc la précédente. Et du coup, c'est quand même rigolo que Subasic, qui a d'ailleurs été aussi finaliste en 2018, et bien, Monaco a compté 3 gardiens finalistes de la Coupe du Monde ces derniers temps. Tout à fait. À chaque fois, les gardiens de Monaco, c'est assez improbable leur destin. C'est clair, surtout que c'est pas des pointures. Romero, Stekelenburg et Suba, ça reste de très bons gardiens, mais ce sont pas des gardiens qui ont énormément brillé à l'échelle européenne ou en Coupe d'Europe, par exemple. Donc c'est vrai que c'est rigolo que ces joueurs-là aient pu faire d'aussi grandes carrières internationales. Alors ensuite, maintenant on passe aux questions cash. Ça veut dire on n'a pas de proposition et vous donnez la réponse en cash. Ça marche, Nagui. Merci. Quel record bat Tim Howard, le gardien américain, lors de cette Coupe du Monde? Alors c'est le plus grand nombre d'arrêts dans une rencontre de Coupe du Monde pour un gardien de but. Tout à fait, Antoine. Au nombre de 16 face à la Belgique. Ce 8e de finale que les États-Unis perdent 2-1. C'est ça. En prolongation, oui. Ouais, exactement. Tout à fait. Et en fait, si je ne m'abuse, il ne prend pas de but dans le temps réglementaire. C'est vraiment en prolongation que les Belges font la différence. Il y a Lukaku qui rentre, il me semble, et il fait la différence avec sa puissance. Et il y a un but de Lukaku et un but de De Bruyne, il me semble. Ouais, De Bruyne, c'est ça. De Bruyne puis Lukaku après le temps réglementaire. Et il avait fait 11 arrêts dans le temps réglementaire, je me souviens. Et tu vois, je ne savais plus si c'était 15 ou 16 qu'il avait effectué au total lors du match. Mais incroyable performance, quoi. Yes, il a battu un record de 1966. Waouh. Je ne sais pas qui le détenait. Alors, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé qui le détenait, si les auditeurs le savent. Tim Howard, qui reste quand même presque une légende de la Première Ligue, un peu malgré lui. Oui, parce qu'il a joué à Manchester, est en concurrence avec un divin chauve français. Et ensuite, il est resté assez longtemps à Everton. Je ne sais pas combien de temps il est resté exactement chez les Toffees. Mais ouais, il a marqué en Première Ligue. Et en plus, le fait de jouer en Première Ligue, ça a aidé un peu aussi à la médiatisation du soccer aux États-Unis, parce que la Première Ligue, c'est un championnat qui est, si ce n'est le championnat le plus regardé aux États-Unis. Donc il a profité de ça. Ça a offert un peu une opportunité médiatique pour lui dans son pays natal. Ben, moi, je connais bien Tim Howard parce que je l'avais vraiment suivi dès qu'il était arrivé à United. Ensuite, je crois qu'il a fait une grosse dizaine d'années à Everton. Je crois qu'il a fait 2006-2016, quelque chose comme ça, avant de repartir aux États-Unis. Et il y a toujours eu, en fait, en Première Ligue et même aux États-Unis en général, de très, très bons gardiens de but. C'est possible que ça ait à faire avec le fait que ce soit un poste un peu avec les mains, si vous voulez, et qu'il y a une vraie culture de ça aux États-Unis, parce que je me rappelle de Casey Keller et de Brad Friedel, qui étaient d'excellents gardiens aussi et qui ont évolué en Europe. Donc Keller avait évolué aussi en Allemagne, il me semble, et c'était vraiment de très très bons gardiens. Yes, tout à fait pour cette culture des gardiens aux États-Unis. À ton tour, Thomas, pour la dernière question. Quel record bat Farid Mondragon, le deuxième gardien colombien, dans cette Coupe du Monde? C'est celui du joueur le plus âgé à jouer en Coupe du Monde. Exactement. Il est le plus âgé à entrer en jeu. Du haut de ses 43 ans. C'est contre le Japon, il me semble qu'il rentre. Oui, il rentre un peu pour faire plaisir à... Enfin, voilà, c'est pour battre le record. C'est Pekerman le coach à l'époque. Ouais, c'est ça, Pekerman. Il rentre en phase de poule le dernier match, donc comme ça a l'habitude de faire, à la 85e.
Ah, je me rappelais pas que c'était pour lui faire plaisir. J'ai une anecdote d'ailleurs très sympa sur Mondragon, si ça peut intéresser les auditeurs, parce que j'ai été entraîné pendant 1 an par un gardien qui s'appelle Johan Liebus, qui était à Metz en fait dans sa jeunesse. Il devait avoir 18-19 ans. Et en fait, Metz recrute Farid Mondragon à l'intersaison. Et Johan Liebus fait la prépa avec Farid du coup et avec un autre gardien dont j'ai oublié le nom, mais je pense que c'est assez facile à trouver. Et en fait, donc Liebus est numéro 3, Mondragon évidemment recrue star du FC Metz arrive en titulaire et le numéro 2 dont j'ai oublié le nom est là. Et ils s'entendent très bien en fait, Liebus est le numéro 2 et toute la préparation se passe extrêmement bien pour ce numéro 2 et Liebus et Mondragon est à la ramasse complet. Et donc, putain, tous les jours, il parle, Liebus et le mec, non mais attends, on va lui prendre sa place, il est à la rue, c'est du passé, Mondragon, il est à la ramasse complet. Et en fait, premier match de Ligue 1 le samedi, du coup, donc on va dire le samedi 10 août, et le vendredi, la veille, ils font une séance devant le but. Et là, Mondragon sort tout. C'est-à-dire qu'ils font du jeu réduit, de la finition, les mecs sont à 5 mètres, ils tirent, ils sont 2 contre 1, et Mondragon sort tout. Donc là, quand même, au bout de quelques arrêts, le numéro 2 regarde Liebus, genre, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et Liebus dit, oui, enfin, c'est peut-être de la chance, quoi, je sais pas, c'est bizarre quand même. La séance continue, il sort tout, mais c'est du jamais vu, quoi. Et il rentre un peu abasourdi au vestiaire, les deux, Liebus et le numéro 2 du coup. L'entraîneur annonce la composition d'équipe le lendemain, c'est Mondragon titulaire. Le numéro 2 est quand même super déçu parce qu'il a fait une très bonne prépa et que bon, il comprend quand même que Mondragon sur son nom et sur le fait que ce soit un énorme recrutement, il soit pris si vous voulez. Le lendemain, match 0-0. Mondragon arrête un penalty à la 85e, il capte le penalty. Il relance, déviation, but. Et alors là, Liebus, qui était en tribune, du coup, il se rappelle que le numéro 2, je crois que c'était Klein, David Klein. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et Klein se lève du banc et regarde en tribune Liebus. Et en fait, il hallucine, quoi. Et voilà la petite histoire. Du coup, c'est Mondragon qui fait une 2 mois cataclysmique et qui, à l'orée de la compétition, et surtout pour se préparer en vue de la compétition, parce que c'est quand même le démarrage de la saison en Ligue 1 et il est juste monumental et en fait ça a duré toute la saison comme ça. C'était un gardien, les veilles de match monstrueux, les jours de match monstrueux et alors le reste de la semaine très très moyen. Un peu le sens du show comme Ronaldinho. Ouais, un peu ça. En tout cas, ils m'ont dit que cette séance du vendredi, il avait dû prendre 2 ou 3 buts dans la séance alors qu'il y avait peut-être eu une centaine de frappes, quoi. C'était incroyable. Yes, et on se... Vas-y, derrière aussi, il doit faire sa expérience. Ouais, après, je pense surtout que c'était un gardien extrêmement talentueux, hein, au-delà de l'expérience. Peut-être qu'il avait besoin de prendre des repères aussi, parce que c'est une autre culture, c'est un autre championnat, et en tout cas, il les a vraiment impressionnés, quoi. Et il faut se souvenir que ce qui est marrant, c'est qu'on pensait que c'était en fin de carrière, c'était en 2001. Donc ça veut dire qu'il avait à peu près 30 ans, et en fait, il avait encore 12 ans sous la semelle. Ouais, en 2001 même, il lui restait du coup 13 ans sous la semelle avec ses 2014. Donc 13 ans sous la semelle. Et aussi, on se souvient qu'il a trempé dans une affaire de faux passeports, les fameux faux passeports du début des années 2000. Mais c'était dans le coup, comme Saint-Etienne a eu des problèmes avec Alex et Aloisio. Donc ça fait 2-1 pour Antoine sur cette mi-temps. Terrible. Ah, et Karim Benzema qui trouve la transversale. Ah non, c'est la main, encore. Le mur allemand, c'est l'effet d'optique. La main aussi ferme que la transversale pour Manuel Neuer. C'est la main en fer forgé. Passons au débat de la mi-temps, messieurs. Avec une Coupe du Monde incroyable et seulement 2 buts encaissés après les phases de poule, pensez-vous, messieurs, qu'avec Manuel Neuer, nous ayons eu affaire au meilleur gardien ayant jamais joué lors d'une Coupe du Monde? Certainement l'une des meilleures performances, parce que moi je me rappelle surtout du match face à l'Algérie, où c'est vraiment une masterclass au niveau du jeu derrière sa défense.
Le terme de libéraux, je rappelle d'un tacle qui fait à peu près 30 mètres le long de la ligne de touche. Il coupait toutes les trajectoires. C'était vraiment ce match-là, je trouve. Face à Slimani, ouais. Ouais, je trouve ce match-là, limite, ça a peut-être été le plus impressionnant qu'il a réalisé durant la Coupe du Monde. Parce que contre l'équipe de France, certes, il y a l'arrêt entre Benzema, mais je pense que c'est l'une des seules interventions qu'il a à faire, parce que j'ai pas le souvenir que l'équipe de France ait vraiment été dangereuse. Contre le Brésil, j'en parle même pas. Puis en finale, en Argentine, il a peut-être failli prendre un carton rouge quand même, où il déglingue bien Higuaín sur une sortie. Il n'y a pas eu faute d'ailleurs. Ouais, non, avec la VAR, il y a peut-être eu penalty. Bon, c'est nécessaire. Mais ouais, non, mais moi, c'est le match contre l'Algérie qui m'avait marqué, quoi. Et c'est vrai que, ouais, on avait beaucoup disaient même, il y avait les débats pour être Ballon d'Or, quoi. Donc, quand t'as un gardien qui est dans le débat pour être Ballon d'Or après une Coupe du Monde, oui, tu peux estimer que c'est peut-être la meilleure performance d'un gardien de but lors d'une compétition mondiale. Et par rapport à Cannes en 2002 Cannes, il flingue sa Coupe du Monde c'est la finale. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Cannes, il est responsable quasiment. Il est sur les 2 buts. On peut pas dire que Cannes, c'est pas possible. Il faut que ce soit complet de A à Z. Il y a Fabien Barthez en 98. Après, moi, je suis très très méfiant par rapport à cette dire que Neuer a été la plus grande performance sur une Coupe du Monde. Nous-mêmes, là, en début d'émission, on émet des doutes sur le fait que ce soit bien mérité, que ce soit le gant d'or de cette compétition. Il y a une telle médiatisation aujourd'hui, là, 2014, 2018, 2022, ce qu'il y aura, avec Twitter, tout ça, ça prend des proportions délirantes, que ce soit positives ou négatives. Donc, je serais très méfiant par rapport à ça. Casillas, en 2010, il a été sensationnel, par exemple. 2006, Buffon, monstrueux. 98, on se rappelle de Barthez. En 2002, Oliver Kahn, il est très bon jusqu'à cette finale. C'est compliqué de faire des comparaisons, et surtout des comparaisons même au niveau des périodes. Franchement, le football, Gordon Banks en 66, rien que son arrêt face à Pelé, il marque l'histoire du poste. Donc c'est difficile de dire que Neuer a été aussi important, on va dire. Après, la performance contre l'Algérie, elle est incroyable parce que elle est aujourd'hui dans tout ce qu'ils disent aujourd'hui sur le fameux gardien libéraux. Donc ça a marqué les esprits. Mais la Coupe du Monde de Neuer, elle n'était pas non plus. Il y a eu ce match contre l'Algérie, effectivement, mais qui n'est pas dans un registre à proprement parler de shot stopper, on dit en anglais, d'arrêt de gardien. Contre la France, il y a cet arrêt sur Benzema qui est impressionnant, mais qui n'est pas non plus infaisable sur une frappe angle fermé du pied gauche. Voilà, en demi, il rouste le Brésil littéralement. En finale, il n'a pas énormément de boulot non plus, même s'il marque les esprits avec la sortie dont tu parlais sur Higuaín. Pour moi, non, tout simplement. J'ai vu des performances plus marquantes sur la durée en Coupe du Monde. Il y a quand même cette révolution du poste. Alors, révolution. Il y en a qui disent beaucoup, les gardiens, ils sortaient pas avant. Ça a été... je te dis, c'est cette espèce de médiatisation. Ils en ont fait tout un plat parce qu'ils ont vu pour la première fois le match. Tout le monde pouvait voir un match de foot. Pour le monde l'a disséqué sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur beIN Sport, dans l'Espresso, là, la fameuse chaîne que ma femme a pu accepter de m'acheter. Mais je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que les gardiens sortaient déjà. Les gardiens étaient déjà les premiers relanceurs de leur équipe. Moi, j'ai vu jouer Victor Valdés. Je peux vous dire que c'était le premier relanceur de son équipe. Il sortait de sa surface. Van der Sar qui avait les 2 pieds, c'était monstrueux. Il y avait déjà eu ça. C'est juste que lui, il avait l'équipe pour le faire encore plus. Ça a été encore plus magnifié par Guardiola. Mais pour moi, il n'a pas révolutionné le poste, Neuer. Il a embrassé au maximum cette révolution, ou en tout cas il a été parfait avec ce que voulait faire Guardiola encore plus au Bayern Munich, qui demandait de jouer aussi haut. Et puis, il ne s'est plus là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'avec la confiance, avec le... parce que moi, combien de fois je l'ai vu sortir alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de sortir, hein, mais parce qu'il était pris dans sa folie un petit peu. Sur Higuaín, par exemple, se pose la question de l'opportunité de sa sortie, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve sur cette Coupe du Monde, c'est que vraiment, mais il a maîtrisé tous les aspects du jeu. Il a vraiment montré la panoplie d'un gardien complet, vraiment très, très, très complet, total. Que ce soit, oui, comme vous avez dit dans les sorties, vraiment gardien des 20 derniers mètres, en fait. Plus que d'une petite zone, il était vraiment gardien de toute cette zone.
Et même si ça avait été déjà fait avant, lui, il l'a fait avec un tel brio et aussi bon en shot stopper, comme tu disais, que dans les sorties ou dans la gestion de la profondeur. Il y avait quand même cet aspect total. Après, est-ce que c'est la meilleure performance? Le truc, c'est qu'aussi, comme tu disais, il y a la médiatisation qui va avec. Il y a la culture de l'instant un petit peu, même si ça fait maintenant 10 ans quasiment. On a vu ça et on s'est dit waouh. Mais en même temps, oui, par exemple, Lev Yashin qui a gagné un ballon d'or, qui est le seul gardien à avoir gagné un ballon d'or, moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas fait une Coupe du Monde meilleure à un moment. Bah, après, le problème, c'est qu'il n'a jamais gagné une Coupe du Monde, Yashin. Si vraiment tu dois ressortir une compète de Yashin, c'est l'Euro 60. Ou vraiment, même si il n'y a pas eu beaucoup de matchs lors de cet Euro, c'est vraiment qu'il est à peu près à son summum, en fait. Et si tu veux, en quelques mots, Yashin, c'était un gardien qui était super aérien pour son époque et qui aimait beaucoup relancer à la main, contrairement à d'autres gardiens qui relançaient au pied. Et ça, c'était un peu une école des gardiens de l'Est dans les années 60, où tu as des gardiens hongrois à la fin des années 50 de l'équipe des Puskás, etc., qui s'appelle Gual Grosix, qui était le premier à vraiment donner cette mode en fait, de relance à la main. Et d'autres gardiens par la suite qui l'ont emprunté. Mais ce que tu disais, alors Thomas, peut-être pour aborder un peu les deux aspects que vous venez d'évoquer, la comparaison avec Lev Yashin, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est deux gardiens, au-delà de leur qualité, qui ont marqué physiquement au niveau du charisme. Lev Yashin, on l'appelait l'araignée noire, simplement parce que il est toujours habillé en noir avec des bras et une envergure assez tentaculaire. Et je pense que ce qui a le plus marqué avec Neuer, c'est cet aspect cyborg, cet aspect, notamment moi la frappe de Benzema qui sort, il a une sorte de batte de baseball à la place du bras. L'impression que même on l'a mis en sonore, on pense que c'est la barre qui la sort, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce charisme qui fait qu'on peut avoir cette image de il était injouable, quoi. Ouais, moi, ce qui marque exactement, c'était ce côté froid, côté robot. Et puis après, il y a souvent le stéréotype de l'allemand qui est froid, clinique et précis, qui s'est un peu entremêlé là-dedans aussi. Mais après, cette performance, comme le disait Antoine, tu peux pas la comparer en 60 ou qu'on n'a pas forcément vu, etc. Mais ce qui marche surtout, c'est qu'il a été décisif pour son équipe et son équipe a gagné. Ouais. Alors, contrairement à Oliver Kahn, comme tu disais tout à l'heure, mais bon, il n'a pas gagné. Ou même Barthez en 2006, qui ne fait pas forcément une mauvaise Coupe du Monde, mais il ne gagne pas non plus. Donc c'est le fait d'avoir gagné aussi qui lui permet d'être sur le devant de la scène. C'est sûr que ça met toujours en relief les performances. Hein. Et tu te rappelles la sortie de Barthez sur Ronaldo en 98, là, je peux te dire que le rayonnement au-delà des 5,50, il l'avait aussi. Hein. Moi, je me rappelle d'une sortie aérienne contre la Croatie aussi, en fin de match où il va chercher un ballon au-dessus de Souker. Voilà, très très fort. Et Barthez, il faisait 1m80. Donc, on avait déjà cet aspect du jeu. Donc, merci pour ce petit débat de la mi-temps. Passons à la deuxième mi-temps. Regardez, Robben, à 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Nous reprenons avec la deuxième mi-temps en rappelant qu'Antoine mène 2-1 contre Thomas. Cette fois-ci, nous allons jouer au gardien mystère. C'est simple, une description de gardien et un jeu de rapidité entre les deux joueurs pour deviner le gardien de la description. Première description, messieurs. Titulaire dans l'une des équipes surprises du premier tour de la Coupe du Monde, j'encaisse néanmoins 5 buts lors des 3 premiers matchs de poule. J'ai un nom ressemblant à un grand défenseur du championnat de France, et pourtant, je ne joue qu'un seul petit match en France du côté de la Bretagne. Avec mon équipe joueuse, j'ai failli déclencher les klaxons d'un bon nombre de voitures et venger tout le peuple français un soir de juin 2014 après un grand 8e de finale contre la Mannschaft. Thomas. Ah, je l'ai. Thomas. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mboli. Bien joué, Thomas. Il a joué à Rennes, lui, sale traître. C'est un grand mot. Hein.
C'est vrai qu'il a fait une excellente Coupe du Monde, Raïs Mboli. Ouais, mais il a déjà été bon en 2010. Il avait fait un bon match en 2010. Je ne sais plus si c'est face à l'Angleterre ou aux États-Unis. Il a été plutôt bon. Et c'est en 2010 que je l'ai découvert ce gardien. Et il avait prolongé en 2014 sous les ordres de Veid. Et moi, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe sur ce gardien parce que sur chaque grosse compétition comme ça, même sur la CAN 2019, il est super bon dans les compétitions. Mais par contre, sa carrière, j'ai regardé un peu, mais il a joué en Bulgarie, il a joué en Grèce. Il n'a jamais trouvé un club vraiment au top. Il n'a jamais su s'exprimer sur la durée en club. Un peu un gardien de compétition. C'est dommage pour lui. C'est presque un peu décevant quand on voit de quoi il est capable. Il a été formé à l'OM. C'est un mec qui s'est sublimé avec sa sélection nationale. Hein. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, ou même des joueurs de champ, qui en club sont, on va dire, moyens ou pas très bons, mais dès qu'ils partent le maillot de la sélection nationale, ils sont phénoménaux. Alors, deuxième description, 2-2 entre Antoine et Thomas. Seulement 8 sélections à mon actif, pourtant mon nom évoque certainement de la joie du côté du port préféré de Jacques Brel. Mais, à l'inverse... Antoine. Oui. Krul. Bien joué, Antoine. Mais j'attendais Hollande à la finale. Et oui, du port d'Amsterdam, à l'inverse de la grande peine du côté de San José. Je ne joue qu'une minute en phase finale de Coupe du Monde, mais je suis une légende. Et pourtant, je me promène aujourd'hui tranquillement dans les rues de Norwich, numéro 2 en 2014, derrière un gardien désormais valencien. Par l'audace parfois critiquée de mon coach, j'envoie mon pays en demi-finale lors de la séance des tirs au but. Je suis Tim Krul. En plus, je me rappelle de cet épisode, c'est que Tim Krul avait des moins bonnes stats au niveau des pénaltys que Silesen. Je me rappelle de ça. C'est énorme, c'est juste parce qu'il était plus grand et qu'il a voulu jouer sur l'aspect psychologique. Van Gaal, il a réussi son coup parfaitement, quoi. Ouais, c'est assez, enfin, c'est quand même sacrément inédit ce qu'il a fait, quoi. Ah bah, que Van Gaal, il pouvait faire des trucs comme ça. Hein. Un entraîneur avec ce caractère-là, cette folie. Je veux dire, Deschamps, il n'aurait pas fait des trucs comme ça, hein, je pense. Hein, mais ouais, c'est vraiment assez. Après, il a fait ça contre le Costa Rica. Est-ce qu'il l'aurait fait face à une plus grosse équipe? Ça, je ne sais pas. Bah, il l'avait pas fait au tour d'après, en tout cas contre l'Argentine. Ouais, voilà. Ouais. D'ailleurs, ça a dû mettre une pression à Silesen. Ouais, pour. Ouais. Oh là 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 là, j'ose pas imaginer. Après, la pression sur Silesen, je sais pas, ça dépend du discours qui va tenir avec lui. C'est clair que de l'extérieur, on se dit que ça fait bizarre, mais si après il a un discours où il lui dit non mais t'inquiète, tu restes mon numéro 1, j'ai confiance sur ça, t'es meilleur en match que le team ou je sais pas quoi. Non mais c'est impossible. Maël, t'es comment? Tu peux pas. Footballeur de haut niveau, ça doit. Tu veux finir le match, c'est obligé que tu veuilles finir le match. Les pénaltys, c'est un moment que tu aimes tellement, qu'on aime les gardiens, tu vois. Là où je dis la pression sur Silesen, c'est le match d'après, c'est les tirs au but, la pression, pas pendant la demi-finale. Non, moi je te parle de juste avant le discours qui doit lui tenir, juste avant la séance de tirs au but. Juste avant la séance. Bah, déjà, je suis pas sûr que Van Gaal il prenne la peine de lui avoir parlé de quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que qu'ils te le disent ou pas, toi, tu sais que le numéro 2, il a assuré la séance d'avant, que c'est à toi d'assurer, c'est sûr que ça lui met de la pression. Heureusement qu'Epa n'était pas hollandais. Mais c'est ça, en fait. Mais bon, ouais. je crois que Van Gaal, il serait venu sur le terrain pour aller le chercher. Troisième description. Alors que mon nom résonne dans toutes les bouches de la banlieue de Valence et même de toute la péninsule ibérique après mon trophée de meilleur gardien de Liga, je pose mes valises au Brésil, de retour sur mon continent, plein de confiance. Antoine, Diego Alves. Non. Je le prouve avec 3 trophées d'homme du match durant la compétition, dont mon malheureux quart de finale. Transféré à la suite de cette Coupe du Monde. Antoine. Thomas. Oh, non, Antoine, t'es éliminé. Tu t'es d'accord, trompé. ok. Vas-y, Thomas. Navas. Bien joué. Bien joué. Continent préféré. Ah oui, d'accord, j'avais pas capté le truc. Mais du coup, on l'a un peu tous découvert. Enfin, il s'est révélé aux yeux du grand public, même s'il fait une super saison à Levante, justement. Donc, c'était ça la banlieue de Valence, parce que c'est un petit club en banlieue de Valence, Levante. Moi, je le connaissais pas encore, par exemple. Et, non plus. Et du coup,
Vraiment, il fait une super Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous avez pensé. 3 trophées d'homme du match, c'est le meilleur pour un gardien dans cette compétition. Ouais, bah, ça, c'est le premier match face à l'Uruguay où il dégoûte Cavani et Suarez à tour de rôle. Et aussi, c'est le 8e de finale face à la Grèce où il est monstrueux et ça se poursuit même au sens de tir au but. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai découvert, comme toi, lors de cette rencontre, en fait, lors de cette compétition. C'est quelqu'un que j'entendais pas parler. Et après, on a vu ce qu'il a donné par la suite avec le Real. Mais ouais, en plus, c'était avec le Costa Rica. C'était un peu l'équipe fraîcheur, on va dire, cette compétition. La surprise, ils étaient dans la poule de la mort avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Alors que tout le monde leur prédisait, ils vont finir dernier, ça a joué entre les 3 autres, ceux qui terminent même premier de la poule. Donc ouais, c'était une compétition assez dingue. Et puis ouais, on l'a découvert Navas lors de son mondial. Yes, on a découvert Keylor Navas qui a ensuite gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. 4e description. Capitaine emblématique de ma sélection, j'élimine le pays dans lequel je vais jouer par la suite et remporter 2 fois le championnat. d'Anoeta au Maracana, je fais se lever les foules avec mon nom qui suscite... Thomas. Ouais. Bravo. Bien joué Thomas. Bravo. Pas bravo du coup. J'avais compris, bravo. Avec mon nom qui suscite les applaudissements. Néanmoins, Santiago pleure lorsque je croise le Brésil à domicile sur ma route dès les 8e de finale. Je suis Claudio Bravo, qui était le gardien de ce grand Chili de Marcelo Bielsa. Non, Je ne c'est sais plus. Sampaoli. C'est Sampaoli, pardon. C'est Sampaoli en 2014, autant pour moi. Oh, cette équipe-là, j'avais kiffé avec les Gary Medel, Vargas, Sanchez à un haut niveau, Vidal. Ouais, c'était très très bon. Franchement, et puis les supporters qui mettaient l'ambiance dans le stade, c'était magique. Moi, j'ai rappelle du match face à l'Espagne, où là, c'était régalade. Vargas qui te met un but. Les supporters, c'est sûr, les supporters, la ferveur qu'il y avait autour de cette équipe et cette émotion qui dégageait, quoi. C'était génial. Et puis il se faut sortir au péno par le Brésil. Ouais. Mais ils ont une super génération en ce moment-là. Je crois qu'ils gagnent les 2 Copa América juste derrière en 2015 et 2016. C'est la génération qui a été lancée par Bielsa en 2010 en fait. Et c'est eux Bielsa qui les a eu sous la main. Après, il a laissé ça à Sampaoli. Ouais. Ils ont créé un groupe en fait parce que les mecs ils se connaissent depuis ils ont 17 ans et bon ils ont percé jusqu'à obtenir des trophées continentaux quoi. Et finalement, Claudio Bravo est le représentant de cette génération parce que c'est le capitaine. Ça, c'est aussi important, un peu comme un Lloris en équipe de France ou d'autres gardiens. C'est le leader de cette sélection. 4-3 pour Thomas. 5e description, rien n'est joué. Grand voyageur et promeneur, je remonte la promenade des Anglais tellement loin. Antoine Ospina. Oh, belle égalisation! Sur la pression là. Et vous savez que j'étais prêt à dire Ospina, quoi que j'entende. Je me suis dit, il va sortir Ospina. C'est un peu la mer Noire, tu vois. Ospina, j'allais le faire à toutes les sauces. Sur le chemin, je fais un détour par le Brésil où je croise des éléphants, des samouraïs et un bateau pirate. Quel périple! Malheureusement, il prend fin face aux Aeri Verde locaux, même si mes coéquipiers en bons guerrieros avaient mis un contrat sur Neymar. Je suis Oui. David Ospina. Ouais. Cette défense de Boucher. C'est génial. C'est Zuniga qui a fait la faute en plus. Je crois que c'est un milieu de terrain, c'est Zuniga qui fait la faute là. Il y avait Yepes qui joue encore. Et Mario, le grand Mario. Ouais, il y avait Zapata, etc. Et finalement, David Ospina, c'est un peu l'éternel gardien à peu près sûr, mais jamais exceptionnel. Je trouve très très bon, moi. J'aime vraiment bien Ospina. Ouais, je l'ai jamais vu pareil en club faire des trucs incroyables aussi. Il est toujours bon, régulier, mais pas. En fait, il sort pas de l'image. C'est sa personnalité. Il est assez. Peut-être, je sais pas s'il est réservé ou quoi, mais il est pas du genre à se mettre beaucoup en avant. Mais par contre, c'est un très bon gardien. Sur le long terme,
À Nice, il a été rarement défaillant, mais je me souviens pas non plus de matchs exceptionnels. Ouais, je pense que c'est sa sobriété dans le jeu aussi qui veut ça. C'est pas un gardien très spectaculaire. Du coup, c'est un peu difficile d'avoir des performances marquantes de sa part, mais c'est quand même, je trouve que c'est un gardien extrêmement fiable en fait, comme tu dis, et c'est déjà très bien d'être fiable, hein. C'est un gardien, c'est rigolo, il me fait penser à Lionel Letizy dans sa régularité en fait. Parce que Letizy, c'était quand même un. Bon, après, évidemment. Bon, bon, il y a quand même un truc en 97 qui s'est passé. Oui, bien sûr, mais je veux dire mais que un seul. Letizy, c'était un gardien qui était quand même extrêmement régulier, très, très propre, très net, qui faisait peu d'erreurs, à part en 97. Mais je veux dire, voilà, il y a ce côté-là un peu métronome avec Ospina que j'aime bien, qui est un bon gardien au pied aussi. C'est un peu oublié, mais c'est vraiment un gardien qui a beaucoup de qualité. Moi, je le redécouvre avec Naples là parce que Meret est souvent blessé ou à moins les faveurs de Gattuso. Mais en tout cas, c'est un gardien que je trouve toujours aussi performant, Ospina. J'aime bien. Yes, dans cette Colombie qui avait épaté son monde lors de la Coupe du Monde 2014. Point décisif, 4 partout. Allez, le dernier gardien. Victime en 2011 d'une contamination alimentaire. Antoine. Ouais. Guillermo Ochoa. Bien joué, Antoine. Moi, je pensais qu'il allait sortir Ochoa, mais je savais pas qu'il y avait une contamination alimentaire en 2011. Ouais, c'est ce qui l'a empêché d'aller au PSG. Il est parti à l'Ajaccio après, parce que ça avait été considéré comme un dopage, en fait, je crois, et ça avait été très bizarre, cette affaire. En tout cas, ça avait flingué son transfert au PSG à l'arrivée des Qataris. Oui, donc on avait mis dans la description, je perds la confiance de grands clubs comme Manchester United et me retrouve à la lutte pour le maintien dans la Ligue des talents. Du talent, certains de mes coéquipiers en ont fait preuve avant la Coupe du Monde 2018 dans une piscine bien accompagnée durant 16 heures. Nous on est voici aussi des gardiens. Voilà. Closer. Sur le terrain, je suis capable de grandes performances comme contre le PSG en Ligue 1, contre le Brésil à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a tout sorti. Je suis Guillermo Ochoa. Finalement, messieurs, même constat qu'Emboli, des bonnes performances ponctuelles, mais finalement pas une carrière. Finalement, il n'a pas réussi à gratter les grands clubs, peut-être à cause de cette contamination. Ouais, c'est possible. Pardon, vas-y, je t'en prie, Tom. Ouais, non, mais aussi, je pense que c'est un gardien, si tu veux, qui est bien pour les équipes qui subissent. C'est un gardien où ses qualités sont vachement mises en valeur lorsqu'il a beaucoup d'arrêts à faire, beaucoup d'interventions. Et peut-être qu'il est moins performant lorsqu'il faut être décisif sur 2-3 interventions dans un match. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas réussi vraiment à gratter les grands clubs. Il n'y a pas que ces histoires de contamination. Je pense qu'il y a d'autres critères aussi qui ont été pris en compte par les scouts des grands clubs. Après, juste pour le défendre un peu, contrairement à Mboli, il a quand même été titulaire en Europe, quoi. Mboli, je veux dire, dans un championnat majeur, quoi. Mboli, sa carrière, elle est quand même... Elle est bien pourrie par rapport au talent qu'il a pu montrer à certains moments. Ochoa, je me rappelle, ce qui est drôle, c'est qu'il avait signé à Malaga, je crois, après cette Coupe du Monde, et qu'il ne s'était pas imposé face à Kameni. Et Kameni, qui était un très bon gardien du championnat espagnol, qui avait été recruté de l'Espagnol Barcelone, justement, mais contrairement à Navas, qui avait su exploiter cette Coupe du Monde en quasiment délogeant Casillas, eh ben, on a eu un Ochoa qui n'a pas réussi à s'imposer face à Carlos Idriss Kameni à Malaga, donc il y a un moins grand club quand même. Et voilà. Donc il est parti au Standard après, il me semble. Il joue toujours au Standard, il me semble. Il est reparti au Club América. Là. Ça, je sais qu'il est reparti au Mexique. C'est une légende là-bas d'ailleurs. Parce qu'il avant d'aller en Europe, il jouait déjà là-bas à l'América. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un gardien qui a une cote énorme au Mexique. Hein. C'est incroyable. C'est un mythe là-bas. Ouais, oui. Et je me souviens que lorsqu'il avait signé à Ajaccio, à Mexico, tu as une boutique d'Ajaccio. C'est drôle. Ouais, c'est la starification des joueurs de la sélection du Mexique et il y avait tout un côté business autour de son transfert à Ajaccio. Ouais, parce que juste avant son transfert à Ajaccio, le Mexique, la TV mexicaine venait d'acquérir les droits pour la Ligue 1 et donc avait essayé de placer un de ses joueurs fétiches entre guillemets au pays dans la Ligue 1 pour lui donner de l'attractivité. Ouais, bah voilà.
Tout à fait. C'est un peu ce qu'avait fait Manchester avec Tim Howard quand il est arrivé à les nouveaux propriétaires de Manchester. Quand arrive Tim Howard, je crois que c'est en 2002 ou 2003. Donc c'est les Glazers. Ils sont américains. Ouais, ils sont américains. Et, Manchester passe chez Nike aussi. Howard, Nike qui arrive de Portland aux États-Unis dans l'Oregon. Et ils ont imposé Tim Howard, je me rappelle un peu à Ferguson. Tout à fait. On a ces 2 gardiens business de la Coupe du Monde 2014. Alors Antoine, la nouvelle tradition fait que tu auras le droit de faire ton top 5 des gardiens de la Coupe du Monde 2014 qui sera indiscutable de la part de toute la rédaction de Main Opposée. Mais pour faire ce top 5, je vais citer les autres gardiens que nous n'avons pas cités dans ce jeu. Donc dans le groupe A, il y avait le Brésil de Julio César, il y avait Daniel Subasic en Croatie, Guillermo Ochoa au Mexique, Charlie Tange qui était le titulaire pour le Cameroun. Il avait quand même pas été exceptionnel, hein, j'ai regardé 2-3 vidéos. Plutôt mauvais. Iker Casillas / David De Gea pour l'Espagne. Silesen Krul, on a parlé. Claudio Bravo. Matt Ryan, le protégé. Qui avait fait une belle Coupe du Monde. Ouais. Il a joué à Valence après la Coupe du Monde, il me semble. Valence se recrute après la Coupe du Monde. Ouais, les clubs espagnols, en fait, ils ont regardé la Coupe du Monde et ils ont fait les contrats après. Ou alors, je pense qu'ils ont fait du bon scouting avant, surtout. David Ospina / Farid Mondragon. Orestis Karnesis. Barry Kopa, l'éternel, pour la Côte d'Ivoire. Kawashima pour le Japon, qui a joué par la suite à Metz. Ouais. Et qui est toujours à Strasbourg, je crois. 3e gardien. Exactement. 3e gardien à Strasbourg, je ne savais pas. Joe Hart pour l'Angleterre. Ce qui est bien, c'est que les Anglais, ils ont à chaque fois un gardien différent. Gianluigi Buffon, comment ? Pas compétition même, je pense tous les 2 ans Ouais. C'est comme ça au moins. Buffon et Sirigu d'ailleurs, t'allais dire non ? Parce que tu sais que Sirigu avait joué pas mal parce que Buffon était blessé au dos. C'est vrai, maintenant que tu en parles. Tout à fait, Sirigu a joué un match. Fernando Muslera pour l'Uruguay. Keylor Navas pour le Costa Rica. Donc Hugo Lloris. On n'a pas parlé de sa Coupe du Monde qui n'avait pas non plus de grands faits marquants. Diego Benaglio pour la Suisse qui a joué par la suite à Monaco. Encore un qui a joué à Monaco. Alexander Dominguez pour l'Équateur, Noël Valladares pour le Honduras, Sergio Romero pour l'Argentine, Vincent Eneyama Nigeria, Alireza Aguigui pour l'Iran, Asmir Begovic pour la Bosnie-Herzégovine, Manuel Neuer Weidenfeller-Ziller pour l'Allemagne. Je me suis permis de citer les 2 autres gardiens champions du monde. Rui Patricio pour le Portugal, qui n'avait pas passé les poules. Tim Howard, États-Unis. Adam Larsen, Kwarasey pour le Ghana. Et enfin, dans le groupe H, Thibaut Courtois, Rai Semboli, Igor Akinfeyev et Young Sung Ryung pour la Corée du Sud. Alors, mon cher Antoine, quel est ton top 5 ? Alors, c'est pas forcément un top 5 sur le talent, c'est ta préférence pour les gardiens de cette Coupe du Monde. Pour ce qui est de mon top 5, pardon, on va commencer comme ça. Je vais le faire dans l'ordre. On va commencer par le numéro 1, si ça ne vous embête pas. Moi, je vais mettre Keylor Navas en numéro 1. Vraiment une incroyable surprise. Il m'a beaucoup impressionné. En numéro 2, Ochoa. Parce que lui aussi, j'ai toujours bien aimé Ochoa. Moi, j'ai toujours trouvé très sympathique et j'aime bien ce style de gardien. J'aime bien les gardiens sud-américains, en fait. Bien qu'ils soient mexicains, j'aime bien cette école-là. Et je le mériterai en numéro 2. Neuer en numéro 3. On le sait, voilà, il a été vraiment impressionnant lors de cette Coupe du Monde sur quelques matchs et surtout il a été extrêmement régulier sans faire d'erreur, donc ça c'est toujours très bien. Il était à l'image de l'Allemagne dans cette compétition, j'avais vraiment bien aimé. Je réfléchis, Claudio Bravo
lui aussi que j'ai découvert un peu, que je connaissais pas très bien, que j'avais vu quelques fois jouer avec la Real Sociedad, mais là je l'avais trouvé très très bon lors de cette Coupe du Monde. Le match contre l'Espagne, même contre le Brésil, avait été très bon, bien qu'ils aient perdu au penalty. Donc je mettrai Bravo en 4. Et pour la 5e place, je vous avoue que j'hésite entre Ospina ou Howard. Et je vais rester dans mon... Il est capable de prendre la place de Barthez, Howard. Je vais rester sur mes amis sud-américains et je vais prendre David Ospina. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Exactement. Je suis sûr que Howard aura du mal à s'en remettre. Tout à fait. Donc, je mets Ospina en numéro 5, qui avait fait une belle Coupe du Monde lui aussi. Je vois contre l'Uruguay, il avait été très bon notamment. Et voilà, c'est un gardien que j'ai toujours bien aimé, lui aussi. Très bien, eh bien, merci Antoine, bravo pour ta victoire. Bien joué à Thomas. Ouais, bien joué à toi aussi. On espère que ça vous a plu, chers auditeurs, cette plongée dans la Coupe du Monde 2014, Coupe du Monde aux accents sud-américains. C'est pas le Winchester FC qu'on verra dans la Coupe du Monde 2018, mais presque. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, liker cet épisode et surtout on vous souhaite de très belles mains opposées, même avec du PQ.